Vous le savez, ici on parle vélo sous toutes ses formes. Alors si je vous disais qu'il existe en France une fédération qui vous fait vivre cette passion toute l'année partout en France. La Fédération française de cyclotourisme, FF Vélo, à ne pas confondre avec la FFC. C'est plus de 110 000 adhérents, 3 000 clubs sur toute la France et des milliers d'événements pour tous les styles, toutes les pratiques et surtout celui du plaisir de rouler sans compétition mais avec passion. Que vous soyez déjà dans un club ou que vous rouliez entre amis le week-end, sachez qu'il est très simple de créer votre propre asso et de rejoindre la fédération. En vous affiliant, votre asso et ses membres bénéficient d'une couverture adaptée et vous êtes couvert en cas d'accident, qu'il soit dans le cadre d'une sortie groupée ou même en solo. Cela vous garantit une tranquillité d'esprit lors de vos sorties, tout en offrant un cadre sécurisé pour organiser vos événements, avec le soutien de la fédération. Alors que vous soyez 5, 10 ou 20 à rouler ensemble, créez votre association, c'est simple, accessible et cela peut tout changer. D'ailleurs, du 3 au 10 août, à Orléans, FF Vélo organise la semaine fédérale, 8 jours de vélo et de fête, avec des parcours route, VTT et gravel ouverts à toutes et tous. Et pour les amateurs de défis, il y a aussi la cyclo-montagnarde, 200 km, 4000 mètres de dénivelé, un véritable challenge. La Fédération française de cyclotourisme, c'est le vélo pour tous, avec tous. Toutes les infos sur le site ffvélo.fr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Tous en selle, où aujourd'hui on va consacrer nos échanges, notre conversation sur le métier de moniteur vélo. Et pour ça, je suis accompagné avec Camille. Salut Camille. Salut Arnaud. Je suis très heureux de t'avoir une nouvelle fois à mes côtés pour animer un épisode qui te parle. Tout à fait. C'est mon épisode chouchou de la saison avant même qu'on ait commencé à l'enregistrer, parce que c'est moi-même une décision que j'ai prise, celle de devenir monitrice de vélo, et du coup je suis hyper contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Tu vas nous expliquer tout ça, et on est également accompagné par Florian Bouteiller. Salut Florian. Salut. Merci de t'être rendu disponible pour nous partager justement cet univers, le métier de moniteur vélo, et tu es totalement légitime pour nous en parler. Tu vas nous expliquer, tu vas te présenter, mais avant toute chose, voilà Camille, pourquoi tu t'es orientée vers ce métier de moniteur vélo? Monitrice du vélo. coup, pour ma part. Moi, c'est vrai que pour celles et ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous le savez, le vélo, c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'avais jamais imaginé pouvoir en faire un métier, en fait. Pour moi, c'était super et c'était une passion. Et puis, j'ai découvert ce métier au final en me disant, ouais, moi, j'adore emmener les gens rouler, j'aime bien faire des rides, etc. J'aime bien partager ma passion. Comment est-ce qu'on pourrait en faire un métier? En faisant des recherches, je suis tombée sur l'Institut de formation du vélo et je me suis dit, mais en fait, c'est un vrai métier. On peut avoir un vrai diplôme qui permet de faire ça. On peut faire de sa passion son métier. Et c'est ça qui m'a super motivée pour devenir monitrice. Donc, maintenant, ça fait 2 ans bientôt que j'ai tout lâché. J'ai lâché une belle carrière prometteuse de jeune cadre dans la finance pour venir faire monitrice de vélo, et je regrette pas mon choix une seule seconde. Et je pense que c'est un super beau métier qu'on est un peu en train d'inventer. Même, qui existe déjà, il y a déjà des gens qui l'exercent, mais je pense que Réinventer. Ouais. Et je pense que il y a tout à faire encore sur ce métier. Il y a plein de belles opportunités. Et voilà, moi je suis super contente de ce parcours de vie que j'ai choisi. Et je pense qu'on est nombreux dans cette quête de sens aujourd'hui en termes professionnels et personnels. Et voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui vraiment a changé ma façon d'être, me remplit de plein de belles choses positives. Et voilà, venez, soyons tous moniteurs de vélo. J'ai déjà une ou deux questions pour toi sur cette présentation, mais avant, on va laisser peut-être Florian se présenter. Est-ce que tu pourrais te présenter, Florian? Florian Bouteiller, je suis le directeur de l'Institut de formation du vélo, où Camille est en train de passer sa formation
de monitrice. Donc, on verra après les différents diplômes qui existent. On est un centre de formation qui est spécialisé dans les métiers du vélo, les métiers de moniteur, mais pas que. On verra aussi qu'il y a d'autres métiers qui tournent autour de l'activité vélo, VTT, notamment l'entretien des espaces de pratique et puis aussi la mécanique cycle. Ça fait partie de nos métiers. Et alors, ce que tu dis, c'est excellent parce que notre slogan, c'est « Faites de votre passion un métier ». Et donc, je me reconnais bien dans ce que tu dis là. C'est en passe de réussir pour toi, donc tant mieux. Et tu as dû te retrouver dans ce qu'on propose, en fait. C'est vraiment ça, le parcours des gens. C'est emblématique ce que tu racontes. Beaucoup de gens en reconversion professionnelle, de tous âges. Pas seulement des jeunes qui sortent de l'école et qui se sont dit très tôt, tiens, si je devenais moniteur de vélo, qui rêvent de ça depuis enfant. Beaucoup de pratiquants qui, au fil de leur vie, ont développé leur passion et qui passent le cap, quoi. Donc, c'est un bel exemple. C'est une bonne élève. C'est une bonne élève. Bon, c'est une élève qui n'a pas fini son cursus, je tiens à vous le dire. Il se trouve que c'était pas prévu, mais je suis tombée enceinte au bout de 4 mois de formation. Donc, c'est pour ça aussi que moi, je suis encore en formation à l'heure actuelle, parce que j'ai eu une petite fille entre-temps. Voilà. Il y a plein de choses qui ont changé depuis qu'on a enregistré décidément, mais juste avant qu'on creuse vraiment dans cet épisode, on a utilisé l'expression réinventer. Et je pense qu'on peut peut-être, juste avant de rentrer dans les sujets, les différents métiers effectivement de moniteur, monitrice vélo, ça veut dire quoi réinventer? Ça veut dire que c'est les nouvelles technologies qui font qu'on réinvente notre vélo, c'est la structuration peut-être, l'administratif, c'est aussi les terrains de jeu qui ont évolué. Ça veut dire quoi pour vous qui êtes totalement dans la partie, Camille qui est en train de finir son cursus de formation, Florian qui est président j'ai oublié le nom, excuse-moi. De l'Institut de formation du vélo, directeur. Président, donc tu sais de quoi tu parles. Ça veut dire quoi pour vous réinventer? Alors, moi, ce que j'entendais par là, et tu me diras si tu es d'accord, c'est que c'est pas un métier qui est tout nouveau. Être moniteur de vélo, c'est une activité c'est un diplôme et une activité réglementée depuis les années 90. Ça tournait beaucoup autour du VTT et du cyclisme traditionnel, de la performance. Après, il y a le BMX qui est arrivé. Mais le métier d'encadrant, le métier d'enseignant dans les activités du cyclisme, il change parce qu'il change avec, comme tu le dis, les nouvelles technologies. On a l'arrivée du vélo électrique qui permet de proposer des produits touristiques complètement différents de ce qui pouvait être proposé avant. On est beaucoup moins sur la performance, mais il y a aussi des nouvelles pratiques de loisirs et aussi des nouvelles pratiques de la vie quotidienne autour du vélo. La mobilité, ça offre un métier spécialisé à la mobilité quasiment, quoi, ou en tout cas des possibilités de développement pour les moniteurs de vélo sur cet axe-là. Le tourisme, l'itinérance, le slow tourisme, voilà, toute cette mode de consommation de vacances qui change, qu'on accompagne aussi dans les stations de ski ou la reconversion des stations 100% hivernales se tourne vers tout ça. Donc le métier de moniteur de vélo, monitrice, il se développe dans cet environnement-là. C'est des choses qui sont très positives pour nous et qui laissent des portes ouvertes pour inventer plein de choses, plein de nouveaux produits. Ouais. Et je sais pas si c'est comme ça que tu le ressens. Toi, tu es dans une zone qui est dynamique. Après, je pense qu'aussi, il y a un contexte culturel et social où c'est vrai que post-Covid, le vélo est beaucoup plus sexy qu'avant. Il y a une différence dans la manière de pratiquer. Je pense qu'avant, on était sur une pratique qui était soit une pratique club et une pratique compète, soit une pratique vraiment très touristique / tu vois, loisir ou vélo taf ou randonneur, ou même juste on fait du vélo pendant les vacances, mais on n'a pas cette pratique un peu régulière. Et je pense qu'avec l'essor du vélo taf, avec l'essor du slow tourisme aussi, comme tu disais, et avec en même temps ces nouvelles façons de rouler qui sont peut-être plus communautaires sans être dans le club. Moi, c'est une notion, et je suis venue au vélo comme ça, au travers de communautés qui n'étaient pas des clubs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, dans les 5-10 dernières années, a beaucoup évolué, avec le Covid ayant été un catalyseur pour tout ça.
Et voilà, je pense que le métier, il y a plein d'opportunités de le pratiquer, il y a plein de publics cibles avec lesquels pratiquer, et ça c'est aussi, on y reviendra, mais quelque chose qui est super, parce qu'on peut bosser avec des adultes et faire de la remise en selle, on peut bosser avec des enfants et leur apprendre à faire de la draisienne, comme on peut bosser avec des gens qui font du vélo toute l'année et qui veulent faire un voyage à vélo pendant leurs vacances et les accompagner dans ce projet-là. Et du coup, moi je pense que il y a toutes ces nouvelles façons de pratiquer où en tout cas ça va super vite et où on peut réinventer tout le métier grâce à ça, quoi. Comment est-ce que toi, Camille, tu as connu l'Institut de formation du vélo? Une recherche Google. C'est comme ça que tu es tombé... Il me semble, j'ai pas plus de souvenirs mais il me semble que oui, en ayant cherché aussi les différentes formations, on va y revenir parce que je pense que c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Si ça vous intéresse de faire vraiment du métier de moniteur votre métier, il y a différentes formations. Et voilà, moi j'avais aussi trouvé, on vous expliquera, mais il y avait des brevets d'État, il y avait des diplômes d'État. Il faut aussi bien comprendre avant de se réorienter qu'est-ce que vous voulez faire et choisir la bonne formation là-dessus, parce qu'en fait c'est pas un diplôme, un métier. Il y a plein de diplômes et il y a plein de métiers à faire et plein de façons d'exercer. Mais donc oui, une recherche Google pour la réponse courte. Alors justement, l'Institut de formation du vélo, on parlait justement de se réinventer. Tu as vu l'explosion après Covid, comme tu l'as dit Camille, que le vélo était devenu quelque chose de sexy, que les villes s'organisent aussi autour de réorganiser la mobilité douce dans les centres-villes et dans les périphéries. Quel regard tu portes justement sur cette... Est-ce que toi, en tant que président de l'Institut de formation du vélo, tu vois vraiment je sais pas si on peut dire un effet de mode, je ne pense pas que ça soit un effet de mode, le fait de se déplacer à vélo, mais quel regard tu portes sur l'après-Covid en tout cas? Est-ce que tu as vu vraiment un avant et un après? Je réponds tout de suite à ta question. Par contre, je veux pas usurper un titre. C'est une association et le président, c'est quelqu'un d'autre. C'est Simon Rogier, qui est aussi le président des moniteurs cyclistes français. Et moi, je suis un des salariés, le directeur du centre de formation. Je te réponds tout de suite sur le regard que j'ai vu sur ces changements. Pour nous, c'est un petit peu une aubaine économique. On va pas se mentir. On avait des moniteurs très très spécialisés jusqu'à présent, avec des pratiques qui tournait autour de la performance du club et des activités Gravity. Ce qui est en train de se passer, la mode, on va faire de la caricature, mais du trentenaire bobo qui devient un pratiquant régulier du vélo, et en plus c'est fun et c'est classe de faire ça, etc. Ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des marchés avec des gens avec un certain pouvoir d'achat qui vont pouvoir acheter des produits touristiques, des produits d'encadrement. Donc ça, pour nous, c'est une opportunité pour se réinventer. C'est exactement ce que tu disais. Essayer d'aller s'implanter dans l'univers, l'écosystème du vélo, qui est parfois associatif, parfois tourné autour des fédérations, parfois porté par les marques de vélo qui sont extrêmement dynamiques et innovatrices sans arrêt, avec des nouvelles offres, des nouveaux produits. Donc nous, on gravite autour de ça, on s'appuie sur tout ça pour proposer nos services, et la variété de ce qu'on a la possibilité de faire, et surtout, c'est pas seulement une offre qu'on fait, c'est que ça marche et ça fait travailler des gens. Elle est de plus en plus importante et c'est super intéressant. Ça donne des perspectives aussi dans les reconversions. Tu prenais ton exemple de reconversion professionnelle, d'avoir une profession qui est viable. Pendant très longtemps, c'est resté une activité secondaire, le fait d'être monitrice ou moniteur de vélo. Une activité complémentaire, une activité saisonnière, souvent pour le quart sud-est en tout cas, liée à une activité autour de la neige l'hiver. On n'est plus là-dedans. On a des gens qui passent une formation et qui ont un business plan qui leur fait vivre toute l'année et qui marche, quoi. Tout ça est très intéressant. Je suis sur votre site et je vois qu'effectivement, tu parlais qu'il y avait plusieurs formations. Effectivement, il y a différents projets professionnels qui vont derrière. Aujourd'hui, vous proposez 3 formations. Alors, en tout cas, liées au métier de l'encadrement, voilà. Comment les distinguer pour les auditrices, auditeurs qui nous écoutent, qui s'interrogent? Comment les distinguer, comment les expliquer? J'ai bien aimé ton approche. Tu dis, je commence par une recherche Google, tiens, je vais changer ma vie, puis après, c'est... Qu'est-ce que tu as tapé, Camille? Non, mais c'est intéressant de le dire. Je vais mourir, sortez-moi de là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, je pense que j'ai tapé un bon vieux formation. Le référencement est très bon. Ouais. Si je vais changer ma vie, c'est l'IFV qui sort, on a été
Non, mais tu t'es posé les bonnes questions en fait, et tu disais il faut commencer par se demander qu'est-ce qu'on veut faire. Il faut définir son projet, pas forcément avec un regard économique. Depuis tout à l'heure, je vous parle du volet économique des choses, mais surtout par rapport à tes envies et puis tes pratiques. Tu t'es pas Ouais. dirigé vers des choses que tu ne faisais pas, ne connaissais pas, bien qu'on puisse apprendre des choses. Hein. Toi, Camille, tu voulais être monitrice vélo et tu cherchais la plateforme ou les personnes qui allaient t'accompagner à devenir, ou tu voulais faire quelque chose dans le cyclisme, dans les métiers du vélo, mais tu savais pas vraiment quoi. Tu es tombé sur l'institut et tu as creusé. Qui t'a amené à choisir cette formation-là? Alors, moi, en fait, je cherchais un peu autour des métiers du vélo. Je pense que je regardais autour de la mécanique à la base en me disant, bah, l'autre métier, c'est ça. Pour moi, il y avait que deux métiers, en fait. Il y avait soit tu as fait l'école de cyclisme, tu fais du vélo depuis que tu as 6 ans, tu es une machine et en fait, tu vas être directeur ou directrice technique. Tu vas bosser en club, enfin voilà, tu as ce côté très perf, très compétition. Pour moi, ça, c'était un métier, le métier d'entraîneur, le métier de coach. Il existait ça. Et en fait, c'est tout. Sinon, c'était pas un métier. Et la mécanique cycle. Ou la mécanique cycle, bien sûr, mais en encadrant. Voilà, c'était uniquement du loisir. Et en fait, en cherchant et en allant sur le site de l'IFV, j'ai découvert qu'il y avait un autre métier, qui est le métier, donc, un autre diplôme au-delà d'un autre métier, qui est le BPGEPS, et qui la permet de faire ce que moi j'aimais le plus faire à l'époque, c'est-à-dire d'être un peu accompagnateur de tourisme, guide de vélo, je sais pas, on peut appeler ça de plein de manières différentes, mais c'est vraiment, moi c'est vrai que j'aimais bien emmener les gens rouler, que je l'avais fait dans un cadre bénévole plein de fois, que voilà, mon côté passionné de vélo et partage, il était là-dedans, plus que dans je te prépare un plan d'entraînement, etc., où moi j'étais pas pertinente, et je me suis dit, moi c'est ce métier-là, je savais même pas que je pouvais faire ça en fait, et je me suis dit c'est ce métier que je veux faire. Il y a aussi ce que tu disais Flo, mais c'est hyper important, l'aspect, quelle est ma pratique aujourd'hui? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des tests d'entrée, on va y revenir, mais pour que ce soit donc le BPGEPS dans lequel moi je suis en formation actuellement, et il y a ensuite un autre diplôme qui est le diplôme d'État, qui pour le moment forme, si je dis pas de bêtises, soit à la route, soit au VTT, soit au BMX. C'est trois spécialités. Voilà, les trois spécialités. Et il y a des tests d'exigence préalable, les TEP, ça s'appelle aussi, vous pourrez checker. Et du coup, si demain, moi, mettons, je ne suis pas VTTiste de formation, on le sait tous, si j'allais passer ces tests d'exigence pour passer un diplôme d'État en VTT, je ne les aurais jamais. Donc, je pense qu'il faut être aussi assez raccord avec son niveau et sa pratique avant de se lancer là-dedans. Et du coup, ouais, c'est exactement ça, dire qu'est-ce que je veux faire. Alors moi, je pondère sur, je les aurai jamais, parce que mon métier, c'est d'aider les gens à y arriver. On peut y arriver, mais effectivement, il y a des marches qui sont hautes. Il faut pas penser que tout est accessible comme ça. Elles sont littéralement hautes, hein, c'est une trial. C'est vrai que l'image fonctionne. Et que du coup il faut être capable de se positionner sur ses compétences techniques, etc. Mais avant tout, je crois vraiment qu'il faut se demander qu'est-ce que je veux faire comme métier. Est-ce que je veux être un technicien? Est-ce que je veux proposer quelque chose qui tourne autour de la performance? Et donc là, effectivement, c'est le diplôme d'État jeunesse et sport qui est obligatoire, et notamment si on veut travailler dans les activités gravity, la descente et l'enduro, le trial par exemple. Ça, c'est réglementé comme ça, et l'État, le jeunesse et sport, le ministère des Sports nous oblige à passer par cette étape-là. Mais en fait, finalement, ça ne correspond qu'à une partie du marché, notamment dans le tourisme. C'est pas la partie qui se développe le plus à l'heure actuelle de ce fameux marché, la performance, les sports extrêmes. Ce qui va se développer le plus, c'est le volet touristique. Et le volet touristique, on peut le proposer dans toutes les disciplines avec un seul et unique diplôme, qui est le BP activité du cyclisme, le brevet professionnel. Alors, il est en train de changer de nom là en ce moment. Il va s'appeler activité du vélo à partir de cette année. On est en pleine période de réforme, mais sur le fond, ça ne change que très peu. On va devenir comme tu dis, un encadrant généraliste des activités du vélo, aussi bien capable d'être sur un VTT, sur un vélo de route, sur un gravel, aller faire une initiation BMX, travailler pour des clubs, travailler dans le cadre du tourisme. Et j'aime bien l'image que tu utilises de guide touristique à vélo, guide de vélo, c'est exactement ça. On va être celui qui rend la journée, la sortie un petit peu plus sympa que si j'étais juste avec mes potes, parce que
bon, ok, je me perds pas. Il y a ça. Il y a aussi, j'ai quelqu'un avec moi qui va m'apporter des conseils techniques. Je vais être meilleur. Quelqu'un qui assure ma sécurité avec forcément sa trousse pharma, sa formation de secourisme, etc., etc. Mais surtout localement, quelqu'un qui connaît le patrimoine local, qui va m'amener des anecdotes sur le patrimoine naturel, le patrimoine bâti, etc. Et toi, tu es dans une zone de montagne, il y a des choses que seuls ceux qui sont sur place et qui vivent peuvent apporter. Il y a un métier qui ressemble un petit peu à ça, c'est les accompagnateurs en moyenne montagne. On est sur un créneau qui ressemble. Alors là, on est sur un vélo, donc c'est une spécificité, c'est des risques spécifiques, etc. Mais le tourisme à vélo, à l'heure actuelle, je le vois là. Et finalement, quel que soit le support sur lequel on est assis, on peut être sur un vélo de voyage et se faire une itinérance sur une voie verte. Enfin, je sais pas, faire les châteaux de la Loire à vélo et voilà, ou être sur un petit single de montagne avec un VTT électrique à la demi-journée. Ce que va apporter le moniteur, c'est tout ce qui est en plus du vélo finalement. J'ai quelques questions, hein, Camille, par rapport à ça. Juste, tu as dit tout à l'heure IFV. Alors, l'IFV, c'est l'Institut de formation du vélo. Tout à fait. Et vous avez c'est sur le site formation-vélo.com. C'est ça. Tout à fait. Du coup, on a parlé, donc vous l'avez compris, du diplôme d'État, où je le rappelle, c'est aujourd'hui route VTT BMX. Il y a donc le BPGEPS dont Florian vous parlait. Il y a un troisième diplôme. Donc, le DE et le BP, c'est 1 mois. C'est à peu près ça, non, le DE, en termes de durée de formation? Ah non, c'est plus que ça. C'est un an. Ouais, mois, pardon. Ouais, il me semblait que fait tout de suite. C'est ça, je fais tout de suite. 1 an. Les deux se passent sur 1 an. Le DE, on est peut-être plus autour de 14 mois que 12 mois, et le BP à peu près 12 mois. Avec une large partie, d'ailleurs, pardon, je t'interromps, mais de temps qui est passé en entreprise. Ouais. C'est vrai que ça, c'est aussi moi un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que pour valider son diplôme, on n'est pas que dans la théorie, on doit aussi, et d'ailleurs le diplôme est orienté autour du projet de stage aussi, ouais, et de la pratique, ouais. On a, si on prend un BP, c'est par exemple, alors suivant notre parcours professionnel, on a plus ou moins de cours d'allègement, etc. Mais on va dire qu'en format lourd, c'est 600 heures. Quand on est en reconversion professionnelle, on a quelques allègements, on est autour de 450 heures. Et puis, on en fait à peu près autant en structure d'alternance, en structure d'accueil. Donc là, c'est là où on apprend concrètement notre métier, hein, parce que ça s'apprend pas devant un bureau ou dans une salle de classe. On est mis en situation avec des vrais clients, tutorés par un moniteur, une monitrice en activité. Et puis ça peut être dans des clubs, ça peut être dans le milieu touristique, dans les écoles de vélo, ça peut être en milieu urbain, et ça me fait la transition vers le troisième diplôme que tu évoquais. Ça peut être un milieu urbain axé sur la mobilité avec de l'enseignement scolaire, etc. Parce qu'il faut savoir que donc il y a un troisième métier, une troisième spécialité. On a dit donc la performance, le tourisme au sens large, et la troisième spécialité, c'est la mobilité. Et il y a aussi un diplôme qui est dédié à ça, qui s'appelle le CQP, donc ça veut dire certificat de qualification professionnelle animateur mobilité à vélo. Et ça décrit bien l'objet de cette formation. On transmet les bonnes pratiques, on enseigne le vélo dans un objectif uniquement de mobilité. Et alors de déplacement en ville, en fait. Tout à fait. Alors en ville, à l'heure actuelle, c'est beaucoup en ville. C'est pas là où il y a savoir se repérer, en fait, c'est ça. Savoir se repérer, savoir gérer son propre déplacement au milieu de la circulation. Il y a un des enjeux de développement, c'est que ça s'arrête d'être que en ville, justement, qu'on enseigne la mobilité. La mobilité en milieu rural, c'est un enjeu aussi. Et il est peut-être même plus important parce qu'on est sur des plus grandes distances. Et si on se regarde l'aspect écologique du déplacement à vélo et le bilan carbone, si on s'économise des grandes distances, on économise encore plus de carbone. On a reçu quelqu'un sur le podcast qui disait il faut peut-être commencer par là où il n'y a rien plutôt que de commencer là où il y a déjà des choses. Voilà. Là où il y a déjà un métro et du bus, et ouais, tout à fait. Ceci dit, c'est là en ville où c'est le plus facile, et il y a une source d'emploi qui est vraiment pas négligeable pour nous. Donc quel que soit le diplôme qu'on a passé, on a le droit d'aller faire de la mobilité, mais il y a ce fameux diplôme dont les gens qui sont spécialistes en fait de la mobilité, et ils évoluent énormément autour du milieu scolaire.
On peut enseigner la mobilité à des adultes qui ont envie de se passer de leur voiture, des gens qui parfois adultes n'ont jamais fait de vélo de leur vie et veulent acheter un vélo, et parfois c'est un outil d'émancipation, c'est un outil qui permet d'accéder à un emploi parce qu'on a la mobilité, etc. Donc c'est une cible, mais c'est aussi et surtout les enfants, l'école. Alors les moniteurs de vélo de tout temps, ils ont enseigné dans les écoles, mais là maintenant il y a un parcours de formation qui est structuré, cadré par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports, autour du savoir rouler à vélo. C'est devenu un des savoirs fondamentaux des enseignements scolaires, comme pouvait l'être le savoir nager. Donc un énorme axe de développement pour nous et pour les CQPMV, mais aussi les BP. Parce que la clé, c'est d'être multicarte. Enfin, je sais pas comment tu l'as ressenti dans ta formation. Complètement. Moi, et de toute façon, je conçois le métier un peu comme ça, en me disant je veux pas faire la même chose tout le temps. Je trouve que dans le BP, justement, l'avantage, c'est qu'il y a toutes ces activités qu'on a le droit d'enseigner, et on peut faire toutes ces parties-là. Et pour moi, c'est tout ça qui fait le vélo, c'est que j'ai pas envie demain de faire que du club ou de faire que du tourisme. Ou j'ai envie de faire un petit peu de tout. Je pense que c'est ça qui apporte de la richesse au métier. Je pense que c'est comme ça aussi qu'économiquement, le métier est viable, aujourd'hui en tout cas. Et ouais, moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, je me posais la question sur le CQP, c'est quoi la durée ? Alors, la durée, à l'heure actuelle, c'est 105 heures de formation et 56 heures de stage. Ça, c'est les minimums. Lui aussi en train d'être réformé. La réforme devrait passer au mois de juillet. Et on sera sur 5 semaines de formation. Donc, on rajoutera 70 heures à la situation actuelle. Donc, c'est plutôt une formation qui est quand même très, très courte. Mais par contre, rappelons-nous, c'est prérogative limitée. On fait pas de loisirs, on fait pas de sport et on fait pas de tourisme. On est sur la mobilité. D'où la démarche de base. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux vivre du loisir. Je vais m'orienter vers un BP. Je suis malin, je suis maline. Je vais pas bouder toutes les autres activités autour. Donc je ferai aussi de la mobilité. Je m'y intéresse. Mais je peux aussi décider de ne pas en faire. Ou je veux faire de la performance. C'est un DE. Voilà. Sachant que ces formations sont longues, coûteuses, c'est un investissement personnel, tu pourras en parler. Forcément, choisir la bonne, c'est parfois s'éviter des étapes difficiles. Tu parlais des sélections, ça peut faire gagner du temps et on est plus vite dans le job, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de stage, d'entreprise. Moi, je me pose la question aux personnes qui nous écoutent. Parfois, ça peut être un peu bloquant de se dire, mais comment est-ce que je vais trouver un stage, ou quel type d'entreprise recrute auprès de votre organisme ou auprès des étudiants que vous avez, par exemple? C'est quoi le profil des entreprises qui prennent justement des personnes en stage pour finaliser ou pour valider un diplôme Il y a trois grands profils. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 2500 moniteurs et monitrices en activité en France. Alors, ces 2500 personnes ne sont pas en train d'exercer une activité à temps plein. Ils sont beaucoup moins nombreux à ne faire que ça. Et les maîtres de stage et les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage, parce qu'on propose des formations en apprentissage aussi pour les plus jeunes, pour les moins de 30 ans, ils viennent de trois grandes directions différentes. Soit c'est des gérants ou membres d'écoles de vélo, des écoles constituées, organisées autour d'une enseigne commune, souvent labellisées moniteurs cyclistes français, ce qu'on appelle les écoles MCF. Je pense que tout le monde connaît le SF dans les stations de ski. Et on est sur exactement le même concept avec les écoles de vélo. On se rassemble entre moniteurs, on propose une offre diversifiée. Donc les écoles MCF sont des gros pourvoyeurs de stagiaires, enfin en tout cas proposent des offres de stage. Ensuite, il y a les moniteurs indépendants qui ont développé leur activité en leur nom propre, qui sont seuls, labellisés par le syndicat MCF ou pas, mais en tout cas qui sont plutôt isolés et qui parfois, parce qu'ils ont des accroissements d'activité, parce qu'ils peut-être ils se disent qu'ils vont tourner vers un modèle économique plus d'entreprise, se mettent à faire rentrer des stagiaires pour développer des marchés, etc. Et la dernière, et je dirais que c'est à peu près un tiers, ça va être le monde du club. Le vélo tourne autour de deux grandes fédérations délégataires de l'État, la Fédération française de cyclisme et la FF Vélo.
Donc la Fédération française de cyclotourisme. C'est ça. C'est l'ancien nom, mais maintenant on dit FF Vélo. Et donc les clubs organisent de manière hebdomadaire les mercredis et les samedis de l'accueil. Ils viennent travailler de plus en plus dans les écoles. Ils proposent des actions de sport santé. Donc le club comme structure d'alternance, et notamment si on veut faire un apprentissage, c'est un super levier parce que il propose de travailler toute l'année. Difficulté parfois avec les indépendants, c'est qu'ils travaillent pas toute l'année, et tu as peut-être rencontré ça, l'hiver ça s'arrêtait sur ton alternance, etc. Donc tout ça c'est organisé dans l'année qu'on dédie à notre formation. Comment je vais m'y prendre pour faire et mes heures de formation et mes heures de stage, ça représente un gros volume, quoi. Il est temps de faire une petite pause dans cet épisode. C'est l'heure du ravito. Et qui de mieux que Meltonic pour nous accompagner? Meltonic, c'est la marque française qui mise sur le naturel pour booster nos performances, que ce soit en pleine course ou lors de nos entraînements. Créé en 2014 dans la mielerie familiale, Meltonic a révolutionné la nutrition sportive avec le tout premier gel à base de miel, plantes toniques et huiles essentielles. Chez Meltonic, l'objectif est de montrer qu'on peut aller plus loin, plus fort, sans jamais trahir son corps ni la planète. Leur mission est simple, vous aider à donner le meilleur de vous-même, naturellement. Parmi les ambassadeurs, Pierre Rolland, ancien coureur cycliste professionnel, 13 Tours de France au compteur, 2 victoires d'étape et une passion assumée pour les purées toniques salées à la noix de cajou Meltonic. Rendez-vous sur le site meltonic.com afin de découvrir tous les produits qui vous accompagneront sur vos prochaines sorties. On peut parler, je pense, un petit peu de la question du financement, parce que tu parles de l'alternance. Donc déjà, l'alternance, c'est jusqu'à 30 ans. C'est ça. C'est ça, hein. À quelques conditions particulières près, les personnes porteurs de handicap peuvent aller au-delà de 30 ans, et dans certaines conditions de création d'entreprise, on peut avoir accès à l'apprentissage au-delà des 30 ans. Au-delà de 30 ans, très bien. Donc ça, déjà, si la reconversion vous intéresse, c'est un sujet qui est qui est à creuser si vous avez 30 ans ou moins, ou justement un projet de reconversion professionnelle derrière. Ça permet d'être rémunéré pendant qu'on va en formation et de ne pas payer sa formation. Ouais, c'est quand même quelque chose. En termes de coût de formation, est-ce que tu peux nous dire combien coûte une formation en C'est des ordres de grandeur parce que chaque stagiaire a ce qu'on appelle un plan individuel de formation par rapport au cours qu'il a besoin, et donc personne ne paye vraiment le même prix parce que personne ne fait le même volume horaire. Voilà. Mais il faut se donner un ordre d'idée qu'un BP, c'est à peu près 5 000 €. Un DE, c'est à peu près 9 000 € et un CQPMV, 2 500 €. Et on peut financer ça, et très peu de gens, et heureusement, financent eux-mêmes cette formation. La grande majorité utilise le compte personnel de formation qu'on a tous, et des projets de transition professionnelle avec les organismes régionaux qui nous accompagnent là-dedans. Ça peut être le Pôle emploi, ça peut être l'OPCO de notre employeur, dans le cadre d'un projet. Des fois, en imaginant qu'on bosse chez un employeur qui a un centre de vacances et qui dit tiens, je vais développer du vélo alors que pour l'instant il propose que du kayak et de la randonnée, et il pourrait financer la formation d'un de ses salariés. Donc on a aussi des gens qui sont dans ce cas-là. Voilà, tous les financements sont publics, sont possibles, quoi. C'est quelque chose, donc si la reconversion professionnelle vous intéresse, et d'ailleurs vous pouvez m'envoyer des DM sur Instagram si vous voulez qu'on en parle, que moi je vous explique comment j'ai fait. Mais en gros, oui, moi j'en ai financé une partie avec mon CPF, j'en ai financé une autre partie en fonds propres. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut faire pas mal de demandes là-dessus pour être financé, etc. C'est quand même considéré aujourd'hui les métiers de moniteur vélo comme des métiers en tension. Et je pense qu'avec ce qui se passe dans les stations de ski et avec le fait qu'il y ait de moins en moins de neige, que beaucoup de stations sont en train de se reconvertir, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de demandes. Donc, si vous avez besoin d'aide pour faire des mails à votre conseiller Pôle emploi, voilà, envoyez-moi un DM. Et puis, l'intérêt de l'alternance, c'est que tu as été rémunéré pendant ta période de stage. Donc, ça couvre une partie des frais si, dans ton cas, il en restait. Voilà. Et moi, j'aimerais qu'on aille sur les missions, parce qu'aujourd'hui, tu parlais de communauté. Camille, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés qui se sont développées, beaucoup de rides qui se sont développés. Et certains rides sont même devenus payants, parfois. Donc là aussi, il y a peut-être un cadre légal à creuser. Mais quelles sont les missions du moniteur, de la monitrice vélo? Si on pouvait mettre des chapitres.
Tu Ou une veux journée répondre, type, toi, une ouais, journée avec type. l'image que tu en as? Moi, je peux vous donner ma journée type et après, tu Allez, donnes la sieste, je comme compléterai. tu as fait le métier de moniteur avant d'être. Et c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit en préambule, mais oui, Florian est moniteur de vélo avant tout. Et du coup, donc moi, le métier aujourd'hui, la manière dont je l'ai pratiqué ressemblait plutôt. Moi, j'ai fait mon stage au sein de la compagnie des guides de Chamonix. Et du coup, le métier ressemble à, ça marche exactement comme les moniteurs de ski, s'il y a des moniteurs de ski qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'il y a un tour de rôle. Donc, à chaque fois que du travail tombe, on est plein de moniteurs et du coup, suivant qui a déjà travaillé, l'ancienneté, qui est titulaire, qui ne l'est pas, etc. Enfin, c'est pour qu'il y ait un roulement, en fait, sur le travail. Et quand on a la mission, on contacte le client la veille, on essaye de prendre les informations pour savoir quel est son niveau, qu'est-ce qu'il a envie de faire. On vérifie aussi la météo, on lui fait un petit briefing pour la journée du lendemain. On va préparer éventuellement, si on utilise les vélos qui appartiennent, dans mon cas, à la compagnie des guides, on va préparer les vélos la veille, vérifier que les batteries sont chargées, que les vélos sont propres, que les vitesses passent bien, enfin tout cet aspect un peu mécanique. On prépare aussi sa trace. S'il y a besoin et si on l'a pas encore testé, on va faire un repérage. Il y a quand même beaucoup de travail en préambule des heures dans lesquelles on va être payé. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Hein. C'est pas, on n'est pas dans le salariat, on est quasiment tous, je pense, entrepreneurs. Enfin, à part une petite partie qui est salariée, notamment les gens en club, mais sinon, c'est vraiment un métier d'entrepreneur. Donc, il faut préparer bien tout ça. Et puis après, on récupère son client, sa cliente, on l'emmène rouler. Comme le disait Florian, pendant la journée, on va être à la fois un peu le guide touristique et puis on va donner des conseils techniques. Et puis, on est là aussi pour assurer la mécanique en cas de pépin. Donc, l'ambiance, les petites aussi, blagues. bien sûr. C'est ça, hyper important. Ça fait partie de l'expérience du client. Hein. C'est ça, ouais, tout à fait. Et voilà, et bien comprendre aussi ce que le client ou la cliente vient chercher. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient et qui a envie de progresser? Est-ce que c'est quelqu'un, moi ça m'est arrivé aussi, c'est des gens qui sont dans le coin, qui viennent, qui ont envie qu'on les balade, de pas se paumer, d'être avec quelqu'un, de passer un bon moment, et puis voilà, et puis on passe ce petit moment de vélo, on assure tout ça en même temps, on ramène la personne à bon port. Il faut savoir que ça arrive aussi, il y a des bobos, on va y revenir, mais il y a une accidentologie, notamment en VTT, qui est quand même plutôt importante, et du coup c'est aussi savoir gérer un secours. C'est ça qu'on apprend dans ce métier-là, et c'est savoir ramener, faire évacuer le client ou la cliente s'il y a eu un problème, et ça c'est super important. Et après il y a rentrer à la base de vie, récupérer les vélos, aller les nettoyer, vérifier que tout marche bien, tout ranger. Enfin voilà, c'est ça. Pour moi, la journée type aujourd'hui telle que je l'ai vécue, c'est plutôt ça, et c'est une journée qui est bien remplie, même si on roule que 3 ou 4 heures. J'aime autant vous dire qu'il y a du boulot avant, il y a du boulot après, quoi. Ouais, et tu disais à un moment, quand le boulot tombe, ça induit qu'il y a un travail commercial à faire aussi en amont, au-delà même des travaux cachés qui tournent autour de notre journée d'encadrement. Il y a tout ce travail de prospection. Tu parlais d'entrepreneuriat. Certains gèrent leur école de vélo comme une petite entreprise. Et je mettrais pas de différence avec les salariés. À l'heure actuelle, quand on est salarié d'un club fédéral, très souvent, on est parfois le seul salarié, et les élus nous confient toute la démarche commerciale, le fait d'aller prospecter, d'aller sur les salons, etc. Donc ça fait vraiment partie à part entière du travail du moniteur de vélo. Ce qui est, moi, je trouve intéressant, c'est varié, etc. Mais c'est important de savoir, quand on se lance là-dedans, si on veut vraiment vivre que de ça, de se dire qu'il y aura ça. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir vivre que du vélo en attendant que ça tombe, comme tu dis, mais ça tombe pas. Donc il faut être prêt à vouloir aller faire toutes ces choses-là. Pour moi, c'est intéressant. Ça peut rebuter certaines personnes. Et du coup, il y a des gens qui travaillent pour des écoles de vélo pendant 2 mois l'été. Des moniteurs de descente qui disent, moi, ce que je veux, c'est arriver le matin, qu'on me dise, c'est tombé, tu vas faire ça. Il prépare sa sortie et ses vélos, et il enseigne. C'est aussi une manière d'être moniteur de vélo. Il y a, dans les chiffres, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur comment se répartit le travail pour qui travaille toute l'année, qui travaille seulement certaines périodes. Il y en a qui ne cherchent pas à travailler plus que les 2 mois d'été. C'est ce qui les fait vibrer. Ils veulent ça, ils veulent pas plus. Et c'est pas une situation subie, quoi, de dire j'arrive pas à développer à d'autres moments, quoi.
Oui, puis il y a beaucoup de moniteurs de ski, de pisteurs secouristes qui font ça l'été, donc c'est super complémentaire, mais c'est vrai que ouais. Et la clé, c'est, pour ceux qui veulent bosser toute l'année, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment essentiel, le fait de varier ses activités. Tu évoquais ce que j'avais fait moi. Moi, j'avais varié, vraiment essayé de proposer des choses très différentes. Moi, le cœur de mon activité, c'était le voyage. En itinérant, je travaillais pour une agence de voyage. Donc là, j'étais un petit peu celui qui arrive et qui prépare pas. Enfin, qui prépare pas. Il prépare son voyage, mais j'ai pas commercialisé. J'étais vraiment le prestataire d'encadrement. Et en parallèle, je gérais une école de vélo avec des collègues sur mon massif en Chartreuse, où là, on avait une offre club, une offre scolaire, une offre touristique. Et c'était vraiment 3 marchés complètement différents qui nous permettaient de couvrir une année. Alors moi, l'hiver m'intéressait pas, je faisais autre chose, mais je faisais du ski, quoique un peu de fat bike aussi en hiver. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie de ce qui se fait. Mais voilà, la clé, c'est cette capacité à être multicarte. Si je résume les missions justement du moniteur ou de la monitrice vélo, c'est encadrer, former. Donc il y aurait une partie encadrement. Quand je dis formation, c'est enseignement. Enseignement, voilà. Une seconde partie qui serait assurer la sécurité et la prévention des clients ou du groupe que tu as sous ta responsabilité. Mais tu as aussi une partie animer des stages et des sorties. Animer, c'est organiser des randonnées, ce genre de choses. C'est ce qui m'amène à la question que j'ai posée en introduction. Les rides payants, parce qu'on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux notamment. Certains le font même pour limiter le nombre de participants. On se disent, ben voilà, moi je fais un ride, mais la dernière fois on était 50, c'est trop, je me sens pas prêt à supporter cette responsabilité. Je vais mettre le ride payant, comme ça on sera plus que 15 et ça me va bien. Qu'en est-il au niveau de la réglementation ? T'as bien fait de nous relancer, on n'avait pas répondu à ça et c'est très important. En fait, le métier de moniteur, c'est une activité réglementée par le code du sport. Donc, pour pouvoir récolter de l'argent en échange d'un service d'encadrement de guidage vélo, à l'heure actuelle, il faut être diplômé et diplômé avec le bon diplôme. On parlait des différents types de diplômes par rapport à ce qu'on est en train de proposer. Ça, c'est une obligation légale. Mais c'est pas la seule. Il y a aussi le système assurantiel, etc., etc. Donc, il faut faire quand même très, très attention à ce qui se fait. Et l'exemple que tu donnes est un bel exemple de dérive qu'il peut y avoir parfois de pratique d'un métier dans l'illégalité. C'est pas une volonté forcément de la personne qui le fait en plus. Enfin, oui, parfois c'est pas une mauvaise, c'est juste une mauvaise connaissance de la réglementation. Tout à fait. Donc il faut vraiment. Et puis avec l'auto-entrepreneuriat, parfois c'est très facile de s'y retrouver. Donc voilà, très attention à ça. Une activité réglementée comme peut l'être les taxis, le métier de médecin, d'infirmière, d'avocat. Il y a un cadre et il faut être dedans parce que sinon c'est pénal, quoi. Alors je sais qu'il y a aussi, j'ai une question. Donc tu as répondu à cette question-là, merci. Mais sur les stages. Aujourd'hui, et comme dans le trail, mais on le voit de plus en plus arriver dans le vélo et avec ce développement du cyclisme, on voit des stages arriver un peu de partout. C'est-à-dire un stage en Espagne, un stage dans le sud de la France, un stage que pour les hommes, un stage que pour les femmes. Et une fois, on a eu un sujet de conversation avec Camille qui m'avait dit non mais là, il faut arrêter les conneries, quoi. En gros, c'est-à-dire que tout le monde fait des stages sans avoir la moindre certification en dessous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ce qui est important, et je pense que je vais vous laisser faire passer le message, mais quand on organise un stage, il faut que les personnes qui organisent ce stage aient les compétences, soient assurées pour. Sinon, en fait, c'est comme tu l'as dit, ça rentre dans le cadre pénal. Enfin, je pense que vous avez peut-être des exemples concrets et peut-être des choses à appuyer ce que je viens de dire. On va pas dire des noms. Hein. Non, même si on a une pensée pour. Non, je rigole. Non, mais est-ce que je suis dans le vrai ? Enfin, c'est votre métier, donc vous êtes les premiers concernés, mais c'est quoi votre avis sur ça, ou en tout cas le message que vous souhaitez faire passer aux gens qui nous écoutent et qui se sont inscrits à un stage ou qui aimeraient s'inscrire à un stage parce que la destination, elle est sympa ou la personne qui l'organise est sympa. Mais voilà, il faut faire attention à tout ça. Vérifier si c'est encadré par un ou une professionnelle, ça c'est la base. Oui, mais quand tu dis une professionnelle, comment je le sais? Moi, si je vois quelqu'un qui organise, je suis sur les réseaux, je me dis bah oui, ce type ou cette nana fait du vélo depuis 10-15 ans. A priori, elle sait ce qu'elle fait. Bon, il y a un portail de recherche des éducateurs sportifs en France. On tape son nom et on a son numéro de carte professionnelle et ses qualifications. Voilà. C'est vraiment, c'est aussi simple que Google. Donc là, pour le coup, faut vraiment pas hésiter à le faire. Après, pour revenir à, je me souviens plus le début de la question, pardon. C'était les stages en fait. C'est votre avis, vous en tant que professionnel. Moi, mon avis, déloyale, c'est quoi? C'en est. Je suis pas d'une inquiétude folle par rapport à ça. En fait, j'ai la conviction que oui.
je le soutiens pas, il faut lutter contre ça, etc. Il n'y a pas de souci, mais en fait, le marché régule ça. C'est-à-dire qu'une personne qui se met à proposer quelque chose dont il n'a pas les compétences, a priori, il va le faire qu'une fois et il va le remplir qu'une fois. Après, ça va vite se savoir que c'est bancal. Nous, on arrive derrière où on est en parallèle avec des produits qui sont parfois plus chers. Mais t'expliquer ce que c'était qu'une journée, ça justifie parfois des prix. Avec les bonnes habilitations de touristes pour faire du séjour, les assurances rapatriement qui sont liées, etc. Enfin, tout ça, c'est cadré. Ça va être un produit qui va être plus qualitatif et nous on va perdurer quand les amateurs, c'est pas du tout péjoratif le mot amateur, qui font juste parce qu'un effet de mode ou voilà. Et par contre on a des gens qui parfois ont été là-dedans, plus ou moins le sachant, et se sont dit oulala, ce que je fais ça va pas, et qui viennent sur nos formations et qui viennent se former, et qui sont des gens qui ont de l'expérience, donc qui ont une formation assez fluide et qui ont un projet très clair derrière parce qu'ils ont testé des choses et voilà, on peut toujours se remettre dans le cadre. Il y a Jeunesse et Sport qui contrôle ça, il y a l'URSSAF qui contrôle ça, et puis nous on a un syndicat, les moniteurs cyclistes français, on l'évoquait tout à l'heure, qui se bat aussi pour nous protéger, pour protéger nos professions et qui dénonce ou qui fait en tout cas au moins de la pédagogie envers ce genre de pratique, quoi. Mais on n'est pas inondé de ça, honnêtement. On travaille en réseau. Je disais à peu près de 2500 diplômés, 1500 fédérés autour du syndicat national des moniteurs cyclistes français, donc c'est une partie importante. Les autres étant en majorité des salariés, donc sont un peu moins concernés par la mise en réseau. On travaille ensemble dans une vallée, on se passe du travail, etc. Il y a Radio Vélo qui fait qu'on sait tout ce qui se passe. S'il y a quelqu'un qui fait un tout petit truc illégal, tout le monde le sait. Donc on est dans un univers où je trouve que ça se passe bien entre nous, quoi. Ouais. Je pense, tu vois, là où je te rejoins vachement, c'est que moi, comme je le disais, moi je savais pas que ça pouvait être un métier. Je l'ai découvert et je me suis dit, évidemment, ça peut être un métier et j'ai envie de le faire. Et je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui font ça un peu de manière amateur, même si c'est emmener des gens sans les faire payer, de dire, tiens, ça peut être chouette de le faire en encadrement. Moi, pour avoir vécu des rides encadrés par des amateurs, encore une fois, au sens non péjoratif du terme, et pour avoir bossé tout l'été avec des moniteurs professionnels, je peux vous garantir en tant que cycliste que c'est pas du tout la même expérience. Je suis avec un moniteur ou une monitrice, déjà il m'apprend des trucs, que ce soit sur le lieu où je roule ou que ce soit sur ma technique en vélo, il y a des vrais conseils techniques. De deux, je sais que je suis avec quelqu'un qui sait faire un secours. Encore une fois, j'y reviens, mais vraiment, quand vous faites une formation de moniteur, de monitrice, vous avez vraiment des cours de secourisme. Vous n'avez pas seulement un PSC1, vous l'avez, mais vous avez en plus beaucoup de cours de secourisme et c'est super important. Nous, à l'Institut de formation du vélo, on a aujourd'hui une fiche pour faire le secours qui permet de donner toutes les bonnes informations au bon moment pour que vous soyez secouru vite et bien, que votre client le soit, et moi je trouve ça hyper sécurisant. Et c'est pareil, partir avec un influenceur, une influenceuse, puis à la moindre crevaison, il n'y a plus personne et vous êtes tout seul au bord de la route. Est-ce que je l'ai vu faire? Peut-être. Et, et du coup, non mais je veux dire, le moniteur ou la monitrice va être là pour vous apprendre en fait des choses et pour vous aider. C'est pas seulement pour faire des stories sur Instagram, et c'est pour ça que moi je trouve que le métier il est beau, parce que c'est un métier de partage. Et je pense que voilà, s'il y a, c'est le cas pour non seulement ces formes d'encadrement, mais je pense aussi, et on en avait parlé avec Arnaud, mais il y a beaucoup de boîtes aussi qui vendent aujourd'hui des traces. Et on est toujours dans le cadre juridique, c'est pour ça que je viens à ça. Mais aujourd'hui, vendre une trace, vendre du tourisme, vendre une expérience sur quelques jours, etc. C'est pareil, c'est quelque chose, qui est encadré par la loi, et on n'a pas le droit de se dire tiens, moi je vais monter ma boîte et je vais vendre du séjour. Alors on a le droit, mais il faut en passer par certaines étapes. Voilà. Si c'est pas encadré, je nuance ce que tu dis. Si c'est pas encadré, on n'a pas besoin d'avoir le diplôme de moniteur. Oui, par contre, le professionnalisme d'une boîte qui vendrait du séjour, de l'itinérance en autonomie, ça s'appelle comme ça quand on vous envoie seul. Ça va être, si c'est fait par des moniteurs, parce que souvent ça fait partie des développements qu'on a. On vend de l'encadré, mais on vend aussi de l'autonomie quand on a une petite agence de voyage, les moniteurs de vélo. On est allé repérer la trace, on a fait un choix avec une expertise de l'itinéraire, on sait guider
tel type de client sur tel type d'itinéraire parce que ne serait-ce qu'au téléphone, on sait les conseiller, etc. Ça, c'est notre métier de faire ça. C'est pas le métier de tout le monde et du coup, ça peut parfois être un peu casse-gueule. Ouais, c'est vrai que... Non, mais je trouve que c'est important Ouais. d'en parler parce qu'être encadré par un professionnel, c'est comme un petit peu être coach, tu vois. Tout le monde est coach et il y a une grande phénomène à travers ça. Et c'est important de préciser qu'effectivement, quand tout se passe bien, à la limite, tu passes une mauvaise expérience parce que tu n'as pas l'encadrement qui est pour, mais ça va un peu plus loin si tu as un accident. En vélo, une simple chute, tu as un animal qui te coupe la route devant toi, que ce soit en VTT, dans les bois ou sur le bitume, une petite clavicule, et comment tu rentres chez toi, comment tu rapatries tes affaires, et tout ça, quand tu es accompagné par un professionnel qui a déjà, qui a l'expérience, qui sait intervenir, l'expérience est totalement différente. Parfois, on s'isole, on n'a pas de réseau. On parlait des encadrements en montagne, donc l'enjeu des accidents est très fort. J'ai bien aimé que tu parles de la mécanique parce que ça montre à quel point on est un métier de service. La mécanique, ça fait partie à part entière d'une formation de moniteur ou de monitrice de vélo. Et alors, c'est moins conséquent que ce qu'on peut vivre sur un titre à finalité professionnelle de technicien cycle, ce qu'on fait aussi à l'IFV. Mais par contre, vous êtes face à des gens qui, avec une pince et 2 cailloux, sont capables de détordre des pièces de vélo que vous pensiez qu'il fallait les racheter, quoi. Et ils vous font repartir. Alors le vélo fait peut-être un peu de bruit, hein, on rentre comme on peut, mais n'empêche que vous avez des gens qui sont compétents pour vous ramener chez vous. Et ça peut effectivement bien changer la face d'une journée. Ouais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de moniteur, monitrice de vélo est en pleine expansion. Il y a eu cet effet Covid après, les gens ont eu envie de nature, ont envie certains de changer de vie. C'est quoi les défis et les perspectives du métier aujourd'hui, Florian, à ton avis, selon toi, d'après ton expérience? Alors les défis, on en a beaucoup parlé, le fait de pouvoir proposer des produits variés qui répondent aux nouveaux besoins. Les perspectives, excusez-moi. Les défis, pour moi, il y a quelque chose de majeur autour de la féminisation de nos encadrants, du coup, parce que c'est encore trop masculin. C'est incroyable. On a 8% de femmes chez les monitrices de vélo. C'est les dernières stats qu'on avait. Il y a peut-être des études plus récentes qui vont ressortir, nous montrer qu'on est en train de nous améliorer. Le problème, c'est que les études sur les pratiquants et les pratiquantes, c'est 48-52, 48% de pratiquantes. Et qu'est-ce qui fait qu'on a si peu de femmes représentées dans les métiers de l'encadrement ? Je sais pas, je comprends pas. Peut-être tu pourrais nous dire ton point de vue là-dessus. C'est intéressant, il n'y a jamais eu d'études sur ça. Alors, d'une étude statistique, oui, mais pourquoi non, honnêtement Selon toi, Camille. Je sais pas, parce que... bien implanté, bien référencé dans le milieu du cyclisme féminin. On a peut-être discuté avec ton entourage sur ça. Non, c'est quoi? Ça serait quoi la raison? Dans notre promotion, l'an dernier, on était quand même 5 filles à la base. On a fini à 4. Mais du coup, je crois qu'on était la promo où il y avait le plus de filles que vous ayez. On en a eu une à 50-50 une fois. Ouais. Bon. Mais oui, ouais. c'était Nous, pas mal. Ouais. 5 pour 13, je crois, en tout au début. Aujourd'hui, les filles, et puis les filles qui étaient dans la promo étaient... avait un niveau qui était égal ou supérieur à celui des garçons pour certaines. Donc ça pourrait être quoi les freins je pense que on va rentrer dans un truc très terre à terre, mais on est beaucoup dans le cadre de réinsertion professionnelle. Pardon. Insertion ou non, même pas d'insertion, de reconversion. C'est le mot conversion. Voilà, de reconversion professionnelle. Autour de entre 30 et 40 ans à peu près. En tout cas, nous les filles, on avait toutes dans cette tranche d'âge-là. Il y a la question de la maternité qui se pose. C'est plus facile pour un homme d'être en reconversion professionnelle dans cette tranche d'âge-là que pour une femme, souvent quand tu as des enfants à gérer. Donc je pense qu'on est encore une fois les grandes oubliées de souvent la reconversion professionnelle. L'autre chose, c'est que je pense qu'il y avait peut-être un petit peu de... nous, il y avait quand même un public, on était plus ou moins splittés en deux. Il y avait les jeunes qui avaient vraiment ce profil école de vélo, club cycliste et qui arrivent en alternance, qui viennent faire ça, qui connaissent très très bien le vélo.
Et là, dans les clubs, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de petites filles. Donc, sur les jeunes que nous, on avait, il n'y avait qu'une seule fille. Par contre, sur les reconversions, on était 4 filles. Donc, je pense qu'il y a ces deux trucs-là. Il y a plus on va mettre les filles sur des vélos petites, plus elles vont aller vers ces métiers de l'encadrement plus tard. Et je pense que quand on permettra aux femmes de leur faire porter un petit peu moins de charge mentale, en particulier sur ce qui est d'élever leurs enfants. Et c'était pas évident. Moi, je sais que une fille qui est devenue une de mes meilleures amies et mon associée maintenant, Lucille, elle a une petite fille. Elle est venue faire sa reconversion alors qu'elle avait une petite fille de 3 ans. Enfin, c'était vraiment pas évident. C'était pas évident de la laisser. Heureusement, son mec est super, l'a vachement accompagnée là-dedans, etc. Mais ça devient un projet familial de faire cette reconversion. Et du coup, je pense que ça joue aussi, quoi. Donc après, on rentre dans un problème sociétal qui est au-delà du vélo, mais voilà. Et c'est un cercle vertueux parce que une fois c'est pour ça que je dis que c'est un défi, une fois qu'on a plus d'enseignantes, de monitrices de vélo, les petites filles de club dont tu parles, elles s'identifient, elles disent mais moi j'ai envie d'aller faire comme la monitrice. C'est exactement ce que j'ai entendu moi des enfants en me regardant, donc je vois pas pourquoi ça arriverait pas avec les filles. Et puis du coup elles sont plus nombreuses dans le panel de pratiquantes qui pourront devenir les futures monitrices, etc. Et c'est un cercle vertueux. Et sur le marché du tourisme, quand on regarde les gens qu'on encadre, même sur des disciplines qui sont pas forcément techniques, loisirs, etc., sur des produits famille, balades vélo électriques, etc., on se rend compte qu'on a encore une disproportion, alors qu'il n'est pas à 8%, 92, hein. Mais on n'arrive pas à atteindre le même chiffre que les pratiquantes, si on prend toutes les pratiques du vélo rassemblées, et notamment la mobilité, où là, c'est quasiment la parité, quoi. Mais on est en train de changer sur ça. Je pense que dans quelques années, avec les différents épisodes qu'on a pu faire, ça ressort quasiment à chaque épisode, le fait qu'on soit au tout début de l'histoire et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des femmes qui donnent l'exemple ou qui inspirent des petites filles et donc qui vont faire du vélo, qui vont se mettre au vélo dès le plus jeune âge et qui vont faire des métiers dans l'univers du vélo. Et puis les choses vont évoluer. S'il y avait d'autres défis, moi je pense tout de suite aux perspectives. Je pense à la montagne, à l'accès à la montagne, qui effectivement, on ne sait pas si dans quelques années on pourra encore aller skier. Par contre, les domaines, les panoramas seront toujours là. Donc comment est-ce qu'on va les exploiter? Est-ce que c'est pas le vélo? Je pense que les stations ont déjà anticipé ce genre de choses. Pas tant. Enfin, je parle pour chez moi. Je pense que dans les stations de moyenne montagne, c'est beaucoup mieux. Mais en tout cas, à Chamonix, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu anticipé. C'est quelque chose qui est même peu valorisé. On a énormément de sentiers tout autour du Mont Blanc. Je parle de Chamonix, mais ça marche pour Saint-Gervais aussi. Et j'en profite d'ailleurs pour parler du travail de la Mountain Bikers Foundation qui permet l'accès au chemin aux VTTistes pour que ce soit partagé. Qui défend. Qui défend, exactement, c'est le mot. Et ils font un travail très très important et permettent, parce que, donc je repars, 1, 2, 3. Alors je me permets, mais qui défend, qui permet, pourquoi? C'est interdit d'aller dans les sentiers? Exactement. Par exemple, nous, autour du Mont Blanc, pendant l'été, la priorité est donnée aux randonneurs et aux trailers. Et du coup, on ferme l'accès au chemin aux VTTistes. C'est-à-dire qu'il y a nombre... Juillet-août. C'est un peu comme dans l'Esterel, pour des raisons de feu. Il y a des arrêtés préfectoraux qui font qu'on a interdiction de rouler. Le maire de Saint-Gervais avait fait un arrêté préfectoral qui interdisait de rouler toute l'année sur certains sentiers. Or, c'est pas légal, on n'a pas le droit de faire ça. La Mountain Bikers Foundation se bat pour les droits des cyclistes. Donc se bat non seulement justement contre les mairies quand il y a des choses comme ça qui sont faites, mais aussi pour permettre l'entretien des sentiers, etc. C'est une fondation. Je me permets d'en parler juste parce que je sais que économiquement, comme beaucoup d'assauts et de fondations, c'est pas facile en ce moment. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil à tout le travail qu'ils font, je pense que c'est hyper important. Voilà, désolée pour la petite aparté, mais moi j'y crois vachement. Et dans le défi, vu qu'on revient aux stations de montagne, les perspectives, et les perspectives, voilà. Mais tant qu'il faudra qu'on se batte pour accéder au chemin de montagne l'été, je pense qu'on aura un frein dans le développement du métier, en tout cas chez nous. Et les moniteurs, on peut être la clé à ça parce que il y a des vraies raisons
pour lesquels il y a des gens qui se battent contre le vélo. Il y a une raison environnementale. Tu l'évoquais avec l'Esterel. Il y a aussi des comportements qui Exactement. vont pas. Moi, je pensais à ça, surtout en montagne. On va pas se mentir. Mais le on a tous été ados sur des VTT. On s'est pas toujours super bien comporté avec les randonneurs. Et je pense que c'est cette image-là qu'il faut, ces actes-là qu'il faut changer. Donc, si on est exemplaire, c'est un peu l'état d'esprit de la MBF, c'est de dire on va prôner une pratique exemplaire pour qu'il n'y existe même plus d'argumentaire tenable pour nous interdire des sentiers. Et le moniteur, en tant qu'enseignant, il va aller apprendre comment on se comporte sur des chemins partagés. Il va aller, si on guide sur un chemin très fréquenté, on est devant, on ralentit au croisement d'un piéton, voire on s'arrête dans les endroits vraiment serrés. On dit bonjour, mais c'est tout bête. Mais moi, je suis avec un groupe de 5 personnes derrière moi. Je dis bonjour à un randonneur. Bonjour, vous inquiétez pas, on est 6. Tout le monde fait attention. Il se décale un tout petit peu, nous laisse passer. Et c'est ce genre de pratique-là que nous, on essaye d'impulser par notre professionnalisme, on parlait de ça, on va jeter des fleurs, qui fait que on change un peu l'image. Donc c'est vrai que ne pas avoir d'outils de travail, pour nous, c'est pas seulement les vélos. C'est pas si les marques demain arrêtent de produire des vélos, on fera du recyclage, on y arrivera. Quoique, ça va être dur. Mais si par contre on n'a plus le lieu pour le pratiquer, ça va être très compliqué. D'autant qu'on investit des nouveaux espaces qui étaient très peu cyclables avant, avec le gravel notamment. Et peut-être l'électrification des vélos. Je suis pas sûr que ce soit des nouveaux espaces qu'on aille chercher, mais en tout cas, on emmène plus de monde grâce à l'électrique à des endroits où avant c'était élitiste d'y aller, etc. Donc ça fait partie des défis. Sur le volet transition des stations, moi je mets une vraie différence par rapport à ton expérience à Chamonix avec une économie du ski et du tourisme qui est extrêmement installée. Et puis tu disais peut-être qu'un jour on ne sait pas si on pourra encore skier. Je pondère ça quand même. Dans des stations comme les vôtres, on pourra continuer à skier, il n'y a pas de souci. Donc du coup, station, tu vois, sous 1200 mètres. Voilà, c'est ça. Moi, je viens de Chartreuse, Saint-Pierre de Chartreuse. Là, à l'heure actuelle, la neige, c'est très compliqué. Et on est en février. Donc, cette économie-là, cette nouvelle manière de proposer une offre touristique, même en hiver, avec du vélo, c'est un vrai axe et c'est un vrai défi qu'on peut avoir. Il va falloir qu'on quitte ce modèle du ski. On propose du vélo même l'hiver avec le fat bike où on va pouvoir alterner zone de neige, zone de terre. Avec des skis, c'est galère. Donc on a un petit atout, quoi. Donc il y a toutes ces choses-là. Plus ça va, plus on travaille avec l'univers des remontées mécaniques. Ils sont ouverts à nos pratiques, ils sont ouverts à nous. Là, le CQP de patrouilleur VTT, qui est le métier qui entretient les pistes de VTT l'été, il est alors on est l'organisme de formation qu'ils proposons, mais il est porté par la branche des métiers des remontées mécaniques. Donc on sent qu'il y a quand même une ouverture de leur part en se disant il y a des stations qui vont être laissées pour compte, ils en ont conscience. Et puis amortir un équipement, ça se fait plus que l'hiver maintenant, ça se fait l'hiver et l'été, et on est un vrai outil pour ça. Je pense qu'on prend la bonne direction, mais il faut continuer, et il va y avoir de la concurrence. D'autres activités vont arriver, proposer leur offre. Ça fait partie des défis. Ouais. Et c'est vrai qu'à une époque, on traverse aujourd'hui une époque où on parle d'intelligence artificielle, de chat GPT. Et franchement, monitrice vélo, c'est quand même le kiff, quoi. T'es connecté avec la nature, tu discutes avec des vrais gens, tu vois. Moi, tout ce que vous décrivez depuis une heure, moi je trouve que ça donne plein de perspectives aux gens qui nous écoutent, qui se posent la question, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, ou qu'est-ce que je veux faire de ma vie? J'aime le sport, j'aime l'outdoor, j'aime le vélo. Voilà, il y a quand même de très très belles perspectives pour le métier. Enfin, je sais, vous êtes mieux placé que moi pour en parler, mais moi de l'extérieur, je trouve qu'il y a plein de belles choses à faire dans ce métier-là, alors qu'actuellement on entend effectivement l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qu'on va devenir plus tard? Il suffit juste de prendre un vélo, d'aller pédaler, d'être bien encadré, bien accompagné, puis on vit un bon moment. Camille? Je pense et j'espère sincèrement que notre société et aujourd'hui même tous les épisodes qu'on fait dans La Roue Tourne sur le podcast vous donnent envie de faire ça, en tout cas vous donnent envie de partager votre passion avec les autres, de partager des métiers qui ont du sens.
je pense qu'on est dans une société qui est un peu terrifiante et du coup se rattacher aux choses un petit peu plus terre à terre, comme aller se mettre des gadins sur les cailloux. C'est quand même non mais c'est quand même bien et c'est quand même important et je pense que c'est un métier qui est porteur de sens parce qu'on apprend à plein de gens à faire du vélo, on peut faire de la remise en selle chez des adultes ou des femmes qui ont jamais fait de vélo. Aujourd'hui, c'est 90% de femmes qui demandent en tant qu'adultes à faire de la remise en selle dans les écoles de vélo. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. On est sur un métier qui est vertueux, on est sur un moyen de transport qui est vertueux. Donc pensez-y. Et c'est vrai que alors, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, Camille, mais c'est pas le premier épisode qu'on enregistre sur La Roue Tourne. Et à chaque fois qu'on enregistre, il y a à un moment donné ce fait de il faut changer les codes. Ça revient souvent comme qu'on arrive à un moment donné où il faut voir les choses différemment. Et c'est ce que tu disais par rapport aux stations, justement, c'est qu'il va falloir voir les choses différemment et intégrer une mobilité douce ou en tout cas un mode de déplacement beaucoup plus respectueux de l'environnement, et ça ressort quasiment dans tous les épisodes. Donc, le fait La retourne, je trouve qu'en fait, le titre de cette capsule est pas si mal. Ça marche bien, on espère qu'elle va tourner vite et fort. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu souhaitais aborder, Camille, ou même Florian, dans cet épisode, avant qu'on arrive justement sur la fin de l'épisode? Il y a des sujets qu'on n'aurait pas couverts, ou est-ce que tout est OK pour vous? Moi, ça me semble pas mal. C'était super, merci pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te contacter, Florian? Les gens qui nous écoutent, qui se disent moi j'aimerais bien, ou ça m'interpelle, par quel moyen est-ce qu'on peut te contacter, même voir Camille aussi, qu'elle puisse leur partager son expérience ou répondre à leurs questions? Alors sur les réseaux, on est sur Instagram avec l'Institut de formation du vélo. On a le site internet formation-vélo.com où vous avez Vincent qui est un conseiller vraiment pour vous guider dans les choix de métier, qui est là et qui vous répond individuellement et qui vous questionnera selon la démarche que tu as dit. C'est qu'est-ce que tu veux faire et voilà ce que je te propose comme solution pour y aller. Donc vraiment n'hésitez pas. Puis on est sur tous les gros salons. On se retrouve très souvent en Roque d'Azur, bien sûr, mais je vais au congrès de la Fédération des usagers de la bicyclette demain. Voilà, la FUB, c'est ça. Donc là, pour parler mobilité. Donc partout où il y a du vélo, on arrive à nous trouver en général. Bon, un grand merci. Et effectivement, moniteur, expert et directeur, et non pas président, de l'Institut de formation du vélo. Merci à vous. Merci beaucoup. Camille, tu voulais terminer, je te laisse terminer l'épisode. Faites ce que vous avez envie de faire. Je pense que c'est un bon leitmotiv pour 2025. Faites ce que vous avez vraiment envie de faire. Un grand merci, puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Merci.